Il y a quelques mois, au large de l'île de Maui, dans l'archipel d'Hawaï, un jeune homme de 18 ans, Makua Rothman, défrayait la chronique en surfant une vague de 22 mètres de haut, la plus grande vague jamais surfée de l'histoire. Il arborait un short noir indiquant son appartenance à une bande de surfeurs très controversés, les Black Shorts. Ça commençait vraiment à être chaud. J'ai eu un peu peur quand j'ai levé les yeux, j'ai vu que cette masse d'eau allait se refermer sur moi, je me suis dit « Merde !» Alors j'ai essayé de redescendre plus bas dans la vague tout en m'écartant du pic. Mais en dehors de ça, j'ai pas eu plus peur que ça, sinon je ne serais jamais venu à Maui. C'est dans l'archipel d'Hawaï, sur la côte nord de l'île d'Oahu, que sont réunies sur quelques kilomètres les plus impressionnantes et les plus dangereuses vagues de la planète. On dit que c'est sur ces vagues que le surf jadis est né. Elles attirent chaque année, d'octobre à mars, des milliers de surfeurs venus du monde entier en quête de sensations fortes. Les habitants de la côte nord se sentent envahis par cette affluence trop souvent synonyme de désordre. En réaction, ils ont formé un clan, le Hui Ohehe Nalu. Leur signe distinctif, short noir et intervention musclée. On les appelle les Black Shorts. Leur emblème, qu'ils appellent le Patrolman, leur vient de leurs ancêtres. Ils l'ont apposé un peu partout sur l'île, comme pour marquer leur territoire. Une coutume que les anciens Hawaïens pratiquaient déjà il y a plusieurs siècles. Les Black Shorts se retrouvent chaque jour face à Pipeline, une des vagues les plus dangereuses de la planète. Ils viennent scruter l'horizon dans l'attente des fortes marées, signe avant-coureur de ce puissant monstre d'écume. À cet endroit, chaque année, on dénombre des dizaines de morts. C'est une des raisons pour laquelle les Black Shorts sont devenus les gardiens de l'océan et qu'ils imposent leurs propres lois sur la côte nord. Le club des surfeurs, Hui Ohehe Nalu, a été créé vers 1974. Et ce nom veut dire en fait le club des glisseurs de vagues. Quand le club a démarré, c'était avec le père d'Eddie Aiko, Pop Psycho. Ça a commencé avec mon père et David Stant, et puis d'autres. Ce sont ces anciens qui voulaient réunir tous les gars du coin pour recréer la culture hawaïenne. L'intention du groupe, c'était de respecter l'océan, de se respecter soi-même et de faire comprendre qu'il faut s'accrocher à ce qu'on a, sinon on finit par tout perdre. Ici, sur le North Shore, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, tous en même temps, et tout le monde essaie de prendre le pouvoir. Ce qui a fini par arriver, c'est que le club a été créé, et on a essayé de faire en sorte que les gens du coin ne se fassent pas marcher dessus. On ne va pas se laisser faire par qui que ce soit, parce qu'on est né et parce qu'on a grandi ici. Ici, tous les ans, il y a des surfeurs qui viennent du monde entier. C'est super de voir tout le monde venir s'éclater ici, mais il faut qu'ils respectent les habitants du North Shore. C'est ça le plus important.
Il y a aussi des types qui cherchent les ennuis. Ils ne font pas partie du club, ils viennent surfer ici, ils déconnent. Nous, dans tous les cas, on les remet à leur place. C'est vrai, c'est nous qui faisons les règles. Mais ce sont des règles que nous respectons aussi. Premièrement, si vous ne savez pas surfer, vous ne devez pas venir sur le North Shore ou sur la côte de Macao, la côte ouest, pour essayer d'apprendre à y surfer. Et si vous êtes vraiment un bon surfeur, quand vous venez ici, il faut respecter le lieu et ses habitants. Quand j'ai commencé à surfer, j'avais seulement 7 ou 8 ans. Les gens qui m'emmenaient à la plage et m'apprenaient le surf, qui me prêtaient une planche, c'est eux qui me disaient ce qu'il fallait faire. Et après, on a fait passer le message aux autres. Alors ce n'est pas comme si notre club avait inventé ces règles, ce sont les règles qui existent depuis des années. L'interprétation des autres, c'est que les black shorts sont des voyous. Ils disent « Oh, les black shorts, il faut faire gaffe ». Mais parfois, il y a des gens qui viennent et qui ne respectent rien. Tu vas chez quelqu'un, tu n'ouvres pas le frigo pour te servir. Ça ne se fait pas. C'est un manque de respect. Eh bien là, c'est pareil. Si tu vas à Pipeline, il ne faut pas juste observer le line-up et continuer tout droit et prendre la vague de quelqu'un. C'est comme si tu leur piquais leur bouffe. Et en plus, tu peux mettre quelqu'un en danger. Tu peux causer sa mort. C'est ça le manque de respect. En fait, je pense que la plupart des étrangers sont respectueux des règles et des habitants. Mais si quelqu'un manque de respect, l'un d'entre nous va intervenir et va le calmer tout de suite. Je crois que c'est important d'avoir cette hiérarchie ici à Hawaï, parce qu'à Pipeline, par exemple, la vague est tellement grosse et la marge de manœuvre est si réduite que tout se joue en un instant. C'est déjà arrivé que les gens se blessent grièvement. Alors ces règles de conduite sont nécessaires. C'est définitivement un besoin ici. Et c'est pour ça qu'il faut que l'ordre règne. Souvent, on adresse une prière à Dieu pour qu'il nous laisse revenir au rivage. Depuis que je surfe, ça m'est arrivé plusieurs fois, peut-être même une centaine de fois de prier. Je me rappelle une fois à Sunset avec un pote, on pagayait vers le large, assis sur nos planches. C'était une journée avec des vagues de 3 mètres. On voit les pics, alors on s'approche. Il y a 4 vagues successives. Après avoir dépassé la dernière, je regarde derrière moi et là je vois mon pote en train de couler. Il n'est jamais remonté. Et ça, je m'en souviens très bien. On m'a demandé de venir un jour et quelqu'un m'a demandé si j'avais déjà entendu parler du Ui o Henalu. J'ai répondu que non. Alors il m'a emmené là-bas. C'était une bande de policiers de la mer. En fait, ce sont les gardiens de l'océan. C'est eux qui s'assurent qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien et qui s'occupent des sauvetages. C'est comme ça que je me suis engagé avec eux. Et je suis fier d'être un membre du club. Pour moi, c'est le seul endroit où on peut se retrouver tous ensemble, entre membres du Ohana. Pour moi, c'est Ohana, pas juste Ui. On dit que le Ui,
c'est une bande, un gang. Non, c'est une ohana. C'est plus profond. C'est la famille. Si tu demandes de l'aide à un de ses membres, un des frères, il sera toujours là pour toi, pour t'aider. Oui, c'est beaucoup plus profond que ça, la mission du club. C'est d'aimer et de chérir l'océan. Car c'est tout ce qu'on a ici, vous savez. Par exemple, c'est l'océan qui nous nourrit. Et puis le surf, c'est une thérapie. Si on n'avait pas le surf, il y aurait sans doute beaucoup plus de bagarres et de stress. Ce qui est bien avec le surf, c'est qu'on peut juste attraper une vague et on oublie aussitôt tous nos problèmes. C'est génial. Le pilier du groupe, c'est Eddie Rothman, 55 ans, ancien repris de justice et champion de surf des années 70. Les Black Shorts s'appellent le Boss, Da Boss. C'est lui qui règne en maître incontesté sur les plages de la côte nord, et le plus souvent, c'est par la force qu'il s'impose. Eddie habite une grande maison sur la plage de Sunset et passe une partie de son temps à apprendre le surf à ses fils, comme il le fit il y a quelques années avec Makua, l'aîné, devenu aujourd'hui un grand champion. J'ai rencontré Eddie en 1978 quand je suis entré dans le club. Je l'ai tout de suite bien aimé et on s'est tout de suite très bien entendu. Je crois que j'ai pagayé droit sur lui, je sais plus. Non, bien sûr. J'ai pas fait ça, je rigole. Oh boy. Tu sais, ça serait plus intéressant avec Kala et Makua. Où est la wax? Tu as pris ce casque, il te va? Eddie? Oh, vous savez, c'est un frère. Je l'ai rencontré en 1982. Il a vraiment assuré. À l'époque, je travaillais et on a eu une alerte. Il allait y avoir un raz-de-marée. Je ne pouvais pas rentrer à la maison parce que toutes les routes étaient coupées, vous savez. Eddie m'a appelé et m'a dit de ne pas m'inquiéter. Il allait s'occuper de ma ohana. Et c'est vrai, il est allé chercher ma femme et mes enfants. Il les a ramenés chez lui. C'est vraiment un mec bien. Ce qu'il a fait, c'est juste. Je n'oublierai pas qu'il a fait ça pour moi. Pour moi, c'est vraiment un frère. Et il le restera toute la vie. Eddie, c'est comme mon père. Il me connaît depuis que je suis né. Il s'occupait de ma mère quand elle était enceinte parce que sa grossesse n'a pas été facile. Il l'aidait à s'endormir, lui apporter des trucs ou bien à manger quand elle ne se sentait pas bien. On peut dire que je suis le résultat direct de l'esprit du surf, c'est sûr. Eddie protège son clan, car ici à Hawaï, les descendants des premiers Hawaïens ne représentent plus qu'1% de la population. Ils ont été littéralement décimés par toutes sortes de maux depuis l'arrivée de l'homme blanc, que ce soit par les maladies comme la syphilis ou la variole, ou par l'acculturation méthodique orchestrée par les missionnaires venus évangéliser à tout va. Aujourd'hui, un autre fléau vient encore faire des victimes parmi les Hawaïens,
C'est une sorte de crack local, l'ice. Buttons Kaluyo-Kalani est une des légendes du surf des années 70. Il est né sur la côte nord et a commencé à surfer très jeune. Ici, tout le monde le connaît pour son humour et ses prouesses sur l'eau. On peut le trouver tous les jours sur Sunset, la vague qui fit sa gloire il y a déjà quelques années. C'est grâce au soutien des Black Shorts qu'il est toujours là. Surf à Sunset aujourd'hui. Ça va monter. 2 à 3 mètres. J'attends le line-up. On met un peu de wax. Et maintenant, waouh, regardez-moi ça. Wow, look at this. Yeah. Des étirements. Il faut s'étirer avant d'aller surfer parce que, il le faut. C'est tout. Ça fait partie du surf. Il faut faire des étirements. Il faut que je mette mon corps de 45 ans en marche en étirant tous ses muscles. Prêt? À 3? 3. Aloha. Je m'appelle Buttons Kaluyo-Kalani. J'ai 45 ans. Je suis né le 30 mars 1958 sur l'île d'Oahu. Ma spécialité, c'était le 360 degrés. On peut dire que j'étais l'un des premiers à réussir le 360 degrés quand j'étais jeune. Ma vague préférée, c'est Sunset, parce qu'elle est vraiment très ouverte, elle se casse bien, c'est vraiment super, j'adore. C'est une de mes préférées. Il y a environ 8 ans, j'ai commencé à me droguer sérieusement. J'avais besoin d'aide. Et Eddie est venu. Et en fait, il m'a sauvé la vie parce que j'étais tellement parti que soit je mourais, soit je finissais en prison. Alors Eddie m'a dit, demandé si je voulais qu'il m'aide. Il dit oui, si tu peux faire quelque chose. Il m'a proposé son aide. Et ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il m'a attaché. Il m'a enchaîné. Il a mis des chaînes épaisses autour de mes chevilles et m'a enfermé dans la maison pendant 10 à 15 jours. Il m'a littéralement attaché à un poteau dans la maison. Mais je lui dis merci parce qu'il m'a remis dans la bonne direction. Il m'a trouvé des sponsors, il m'a remis sur le devant de la scène. J'ai recommencé le surf. Parce que, franchement, c'est pas une vie. La drogue, parce qu'on finit en prison, on en meurt.
Salut, c'est Buttons, Kaluyo Kalani. Je vais surfer maintenant. Et rappelez-vous, les surfeurs disent non à la drogue. Ne vous droguez pas. Soyez heureux, soyez humbles. Amusez-vous, allez surfer. Aloha. Le repère des Black Shorts se trouve à 2 pas de la plage de Sunset, sous la maison d'Eddie Rothman. C'est là qu'ils se retrouvent régulièrement. Ils viennent le plus souvent s'y entraîner et pratiquer la musculation et les sports de combat. Car ils savent que leur forme physique est la condition de leur survie pour affronter les énormes vagues de la côte nord. C'est là qu'ils stockent leurs planches, qu'ils viennent choisir en fonction de la vague qu'ils vont surfer dans la journée. Pour soutenir le club et subvenir aux besoins de chacun, Eddie et ses acolytes ont créé une marque de vêtements de surf, Dawi, dont les bureaux ont été aménagés dans le garage. Bon, vous voulez voir le bureau? Allez, on y va. C'est par là. C'est ici que se fait toute l'organisation. Voilà nos fichiers, nos dossiers. C'est là qu'on garde nos archives. Regardez par terre, il y en a d'autres par là. Voilà mon ordinateur. Ce qui est bien, c'est que j'arrive à appuyer sur les touches. Mais le problème, c'est que je ne suis pas foutu d'écrire avec le clavier. Voici d'autres archives sur la chaise. J'aime pas quand les gens viennent travailler ici, parce que je suis trop bien organisé. Ici, c'est la pièce où on range les échantillons. Tout ça, c'est des échantillons. Vous voyez, c'est une super grosse boîte ici. Ici, on range l'album de l'équipe. Ça, c'est notre équipement stéréo, avec la musique qu'on utilise pour les vidéos, par exemple. Je vous présente un bon ami.
qui nous a quittés, mais on l'a peint. On l'a bien décoré. Voilà de l'artisanat hawaïen. Moi, je descends ici pour regarder mes gamins surfer. Voici Makua sur Backdoor. À propos de ce short noir, ce qui est bien pratique, c'est que c'est moins salissant qu'un short blanc. En fait, les grosses boîtes qui viennent faire le business ici sont pas trop mal. On s'entend plutôt bien avec elles. Le problème, c'est les gens qui viennent de Hollywood, de Newport Beach, de Rhode Island ou je ne sais où. Ceux-là, ils arrivent avec leurs petites idées de blanc, leur raisonnement de blanc. Ils ont racheté le North Shore. Et maintenant, ils veulent avoir le contrôle de l'océan aussi. Ils laissent des petits groupes comme Let's Go Surf s'occuper de plein de compétitions. Mais ces crétins, ces pleurnichards, n'ont jamais été des surfeurs professionnels. Il y a beaucoup de gens sur le North Shore qui font beaucoup de bruit tout le temps. Des anciens dealers, par exemple. Mais je me demande bien qui leur a donné la permission. Ces gens viennent de je ne sais où, se réunissent en petits groupes et se proclament police du North Shore. Les gens du coin détestent aller à ces réunions, avec toutes ces histoires écœurantes de blanc et leurs règles de blanc. Faites ci, faites pas ça. C'est comme ça maintenant le North Shore. La ville des pleurnichards. Putain, ils n'aiment pas du tout le club. Quand on a pris en charge le parc pour s'en occuper, ils ont même écrit une lettre contre nous. C'est comme s'ils voulaient apporter leurs règles à eux, vivre à leur manière à eux et se débarrasser des gens du coin. C'est leur mentalité. Ça a toujours été leur mentalité, depuis que leurs ancêtres sont arrivés ici. Ils veulent baiser les Hawaïens autant qu'ils peuvent. Il y a trop de gens à la pommade ici, ça leur plaît pas. Regardez leurs petits groupes. Allez à une réunion de leurs associations. Il n'y a pas trop de couleurs, à part le blanc. Je ne suis pas vraiment quelqu'un de raciste. Après tout, je suis blanc, moi aussi. Mais je les emmerde, enfin. Au moins, les habitants ont le club, le Uioe Nalu, pour montrer qu'il y a des gens du coin ici sur le North Shore. On ne va pas se laisser faire et leur laisser l'océan aussi. Ils ont déjà tout le reste. Ce que craignent les Black Shorts avant tout, c'est que la côte nord devienne comme Waikiki, une jungle de béton dont les promoteurs immobiliers et les touristes ont pris possession. Les vacanciers y viennent des 4 coins de la planète, en quête du rêve tropical que les tour operators leur ont vendu. Aloha, collier de fleurs et farniente, le tout bien bétonné. Les Black Shorts ont vite compris qu'il ne fallait plus suivre l'exemple du Duke Kahanamoku qui rendit jadis les plages de Waikiki célèbres. Ce double champion olympique de natation en 1912 et 1920 devint l'ambassadeur mondial du surf. Mais c'est avec l'esprit de l'aloha, l'hospitalité hawaïenne, que le Duke devint un mythe. Malheureusement, il ne se doutait pas que cette hospitalité causerait la perte de la beauté sauvage de sa plage, devenue aujourd'hui un des sites touristiques les plus courus de la planète. Les Australiens ont été très étonnés de le voir en train de danser sur l'eau. Il avait emmené cette jeune fille avec lui. Ce fut en fait, elle, la première surfeuse australienne. Cette fille, cette jeune femme. C'est comme ça que s'est répandu le surf. De l'Australie à la Californie, puis au reste du monde. Duke était un homme qui aimait sa famille, humble, gentil, qui savait s'exprimer. Il incarne probablement le rêve de tous les parents. Si vous élevez un enfant, vous espérez qu'il devienne comme Duke.
Il traitait tous ceux qui marchaient sur sa plage ou qui nageaient dans son océan comme un frère ou une sœur. En fait, tous ceux qui l'approchaient devenaient des membres de sa famille. Je me souviens de lui quand j'étais tout gosse. Cet homme grand, à la peau mate, avec des cheveux blancs et toujours souriant, toujours prêt à vous aider. Vous avez besoin d'aide? Vous voulez faire du canoë? Bien sûr, on va vous en trouver un. C'était son malin, sa force, il partageait cet esprit d'aloha typiquement hawaïen avec le reste du monde. Les gens, vous savez, quand ils entendent Aloha, ils pensent que ça ne veut rien dire. Ils disent « Aloha, donne-moi ta carte de crédit. Aloha, donne-moi ton argent. » Ils ne comprennent pas. Aloha, c'est le souffle de la vie. Quand vous entendez ce ha, c'est ça, le souffle de la vie. Les Hawaïens, quand ils échangent leur amour, ils échangent leur souffle. C'est comme les Néo-Zélandais qui se touchent le nez. Ils échangent leur souffle. Ils se donnent la vie mutuellement. Ils sentent leur souffle respectif. C'est ça le A. Quand tu donnes ton A à quelqu'un, tu lui donnes ton esprit en fait. Galvaudé, exploité par les tours opérateurs, l'esprit de l'Aloha sert aujourd'hui de couverture à l'exploitation d'une image édulcorée de la culture hawaïenne, utilisée à des fins commerciales. L'évocation des coutumes des anciens Hawaïens frise souvent le ridicule tant elle est simplifiée pour les touristes. On a même aménagé des parcs à thème pour satisfaire le plus grand nombre. Les profits de ces véritables entreprises ne reviennent évidemment jamais aux Hawaïens. L'esprit de l'Aloha n'existe plus vraiment de nos jours. Parce qu'à l'époque du grand-père d'Eddie Aikau, on ne pouvait pas parler hawaïen sans être battu. La loi interdisait aux Hawaïens de parler leur propre langue, de garder leur culture. Et les gens se demandent maintenant où est passé l'esprit de l'Aloha. Eh bien, on a forcé les Hawaïens à l'abandonner en les battant. Peut-être que vos ancêtres sont venus ici il y a très longtemps, ont apporté la syphilis, la blénorragie, la grippe, la varicelle, toutes ces maladies qui ont tué pas mal d'Hawaïens. Et puis ils ont pris toutes les terres, avec leurs missionnaires de merde, Cook, Alexander and Baldwin, Campbell. Mais qui sont ces gens? Je n'entends pas beaucoup de noms hawaïens là-dedans. Ce sont eux les gens qui sont arrivés et ont volé les terres pour l'amour de leur Dieu blanc. Ils nous ont dit « Habillez-vous, c'est mal de montrer vos nichons, mais on va baiser toutes vos femmes et on va voler toutes vos terres. Et à partir de maintenant, vous allez devoir payer des impôts sur ces terres. » Ils nous ont prêté des machettes et puis nous ont acheté la terre pour $1, en disant que c'est parce qu'on ne leur avait pas rendu leurs machettes. En fait, ils ont volé la terre, ils ont presque commis un génocide, et maintenant, ils attendent de nous qu'on ait l'esprit de l'Aloha. Eh bien, cet esprit, il a disparu chez la plupart des gens. J'espère vraiment qu'on va pouvoir limiter toute cette urbanisation. Mais ça va se développer, c'est sûr, beaucoup plus que maintenant. Il y a 10 ans, quand j'étais gamin, il n'y avait pas grand-chose. Le grand terrain avec de l'herbe là-bas, Sunset, avant c'était sauvage, c'était bien, il n'y avait que des buissons. Maintenant, il y a plein de maisons avec des toilettes publiques et tout. Ils construisent plein de trucs. Ici, avant, sur ce terrain, il n'y avait qu'une maison. Et des buissons, des arbres, des oiseaux. Maintenant, il n'y a plus que des maisons. C'est fini la nature. Les gens ont tout acheté. Ça fait des années qu'on se bat. Et on ne va pas s'arrêter là.
On veut récupérer ce qui est à nous. Il y a beaucoup de terrains militaires qui appartiennent aux États-Unis, à l'armée ou à la marine. Il faut qu'on récupère tout ça. C'est pour se réapproprier leur propre culture que certains Black Shorts se sont investis à fond dans ce qu'il leur reste de leurs racines. Ils ont fait renaître un sport disparu, l'Olua, le surf des montagnes, interdit par les missionnaires au siècle dernier. C'est Tom Stone Pohaku, écoutant la voix de ses ancêtres, qui se prit de reconstruire un slade. Il se trouve que mon grand-père me racontait des histoires à propos de l'Olua. Une fois majeur, en 1983, quand je suis rentré à l'université, j'ai repensé à ces histoires qu'il me racontait. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je me suis rappelé ce qu'il me disait et j'ai cherché. Et puis ici, à Waimea, j'ai trouvé le bois pour reconstruire un slade. C'est de là que ça vient en fait. Les gens pensent que c'est simple de s'en servir parce qu'ils regardent et ça a l'air simple, alors ils se disent « je peux le faire, ça descend la colline tout seul ». Mais en fait, il faut avoir une technique, sinon on se blesse. Moi, par exemple, j'ai une cinquantaine de points de suture sur la jambe à cause de ça. Aujourd'hui, Len s'est ouvert le menton, mais ça fait partie du jeu, parce que nous voulons bien nous sacrifier. C'est l'idée. Nous voulons bien nous sacrifier pour nos traditions, pour nos dieux. Moi, je crois toujours en ces dieux. Et aujourd'hui, c'est pour eux qu'on se sacrifie. On ne sait jamais qui va être l'élu. Et aujourd'hui, c'est Lance l'élu. C'est un privilège, un honneur de pouvoir verser son sang. On voit ça de manière négative de nos jours, mais c'est le contraire. Autrefois, celui qui versait son sang, c'est celui qui avait le plus de mana. Aujourd'hui, c'est Lance qui a le plus de mana. Mais ne vous inquiétez pas, moi aussi je vais saigner plus tard. Surplombant la baie de Waimea sur la côte nord, le site sacré de Pupukea est un des derniers vestiges de la civilisation hawaïenne. C'est un site tabou. Butch Alemano, avec l'aide des Black Shorts, est devenu gardien du sanctuaire. Et chaque semaine, il vient entretenir l'endroit et veiller au respect du tabou afin que personne ne le détériore. Aloha. Bienvenue au Pu'u Mahuka Re'ayo. Re'ayo est le mot hawaïen qui veut dire temple ou lieu de culte. Il y avait de nombreux lieux de culte ici dans les îles d'Hawaï. Re'ayo pouvait être une simple pile de cailloux, où le pêcheur déposait sa première prise de la journée, où une femme venait prier les dieux de la naissance pour que son enfant naisse fort. Il y avait des lieux de culte pour le surf, pour les fermiers, pour les guerriers. Et à propos de guerriers, d'ailleurs, cet endroit s'appelait Pu'u Mahuka, la colline de la fuite. C'était un temple où se tenaient souvent des sacrifices humains pour le dieu de la guerre, dont le nom était Ku. Les origines du surf, Ehenalu, se perdent dans la nuit des temps. Ils sont inscrits dans la pierre depuis des siècles. On en trouve des traces dans divers endroits de l'île sous forme d'énigmatiques pétroglyphes. Ces exceptionnels témoignages évoquent le passé collectif des anciens Hawaïens, alors que les tatouages sur leur peau remémorent à celui qui les porte son histoire personnelle. Comme un livre ouvert, ils sont tous deux les seules traces écrites de cette culture oubliée. Le capitaine Cook et son équipage furent les premiers à s'émerveiller des acrobaties nautiques des Hawaïens. Le second, James King, nota dans le journal de bord combien l'intrépidité et l'adresse dans l'exécution de ces manœuvres délicates et dangereuses étaient étonnantes et difficiles à concevoir.
Certaines plages étaient kapu, un mot qui signifie interdit religieux. On ne pouvait pas y aller. Ces plages étaient réservées pour que les chefs sols y surfent. D'ailleurs, aucun homme du peuple n'avait le droit de surfer la même vague qu'un chef. Par exemple, si j'étais un chef et qu'un homme du peuple arrive sur ma droite ou ma gauche, ça serait considéré comme une insulte envers le chef. Et si l'homme était attrapé, on l'amenait dans un endroit comme celui-ci pour le sacrifier. Le surf était tellement important pour nos ancêtres que tout le monde, du plus jeune enfant au plus vieil homme, surfait. Quand les Européens arrivèrent ici pour la première fois, ils écrivirent dans leurs journaux « Mais où sont-ils tous ?» Ils regardaient autour d'eux, mais le village était complètement désert. Pourquoi? Parce que dès que montaient les flots, tout le monde courait à la plage. Pour deux raisons. Soit pour surfer et s'amuser dans l'eau, soit pour parier sur le meilleur surfeur. Ceux qui pariaient sur leur vie, leurs enfants, leurs femmes, tout ce qui leur appartenait. Le pari était très important et très courant dans les îles d'Hawaï. C'est pourquoi quand les missionnaires sont arrivés, ils ont interdit le surf. Non seulement les Hawaïens surfaient sans vêtements, mais en plus ils pariaient. Parce que les Hawaïens surfaient nus et parce qu'ils pariaient, les missionnaires se croyaient arrivés en enfer. Alors, ils interdirent le surf, ici, dans les îles d'Hawaï, dès qu'ils arrivèrent. Le pari, ou pilivae, est toujours fortement ancré dans les habitudes des Black Shorts. On les voit souvent parier comme le faisaient jadis leurs ancêtres. Le barbecue du dimanche en est un bon exemple. Ils profitent de cette occasion pour parier sur le football américain des Blancs, une sorte de pied de nez au pari officiel du continent. C'est l'occasion de retrouvailles en famille, qui resserrent en profondeur les liens du groupe. C'est le long de la Kam Highway qui borde les plages qu'ont lieu les principaux championnats de surf au monde. Les Black Shorts encadrent ces événements et en assurent la sécurité. Mais chaque année, ils organisent leur propre championnat, le Backdoor Shootout, la compétition qui doit élire le meilleur surfeur hawaïen de l'année. Notre compétition est la plus importante du monde pour les habitants. Et celle qui offre le plus d'argent. Lors de la dernière compétition, il y a 2 ou 3 ans, notre premier prix était plus gros que les 3 prix de la Triple Crown mis ensemble. Nous, on ne donne pas un énorme premier prix, et rien après la première place, tout en faisant de la pub autour de cette grosse somme d'argent. Avec nous, tous les surfeurs gagnent bien. L'avant-dernière fois, il y avait 56 000 $, puis 35 000, puis 25 000, 15 000, 10 000 et 5 000. Dans les autres compétitions, il y a un premier prix énorme, et puis rien pour les autres. C'est des conneries. À leur manière, les Black Shorts renouent avec les paris ancestraux et mettent leur vie en jeu pour de l'argent. C'est en marge de l'association des surfeurs pros que le Backdoor Shootout est organisé. Backdoor, c'est sans conteste leur vague favorite. C'est aussi la plus dangereuse, car c'est la plus rapide de la côte nord. Elle peut tuer celui qui la chevauche en le projetant en un instant sur les coraux qui ceinturent la plage. Le Backdoor Shootout a lieu de manière confidentielle. Seuls les Hawaïens peuvent y participer. On fait des trous dans les clôtures des 3 maisons en face de la vague, on engage des juges, et les surfeurs rentrent alors en lice avec un droit d'inscription de 5 000 $ chacun. Each judge will score the surfer on a 1 to 10 point basis. We are using decimal points. Now, the scoring, all 4 of the judges' scores will count. So the high scoring wave so far, ladies and gentlemen, with a 10 point per judge times 4 judges will be a maximum of 40 points per ride. So in heat number 1, the high scoring wave right now, ladies and gentlemen, for all 4 scores, have a possible 40 points. 5 waves and 4 minutes remaining.
Le backdoor shootout, c'est comme un hommage à Backdoor. Il n'y a pas de pression. Pas besoin non plus d'être quelqu'un de connu. En même temps, si vous surfez d'habitude dans le New Jersey ou en Floride, à Backdoor, ce n'est pas pareil. Il faut bien connaître Backdoor pour entrer dans la compétition. Il n'y a qu'à voir les vainqueurs précédents. Kelly Slater, Johnny Boyce Gomez, Sonny Garcia, Kalani Robb. C'est tous des bons surfeurs. Ici, tu ne trouveras jamais quelqu'un qui surfe Huntington Beach tous les jours et qui gagne le backdoor shootout. Backside, guys, we have please don't fake. Oh, he has straightened out just under the lip. Okay, look at this. We got two more guys out there. Kavika and Jonah. Kavika's on. He's going to take it. Okay, here we go. It's on. Okay, well, the waves are looking not bad here. Set format. 3, 2, 1. Coming up the next one from Sean Newton, Austin on 16 going, Bruce Lang. Check it out, first ride, hold it tight, coming down. La différence entre les compétitions habituelles et le backdoor shootout, c'est qu'il n'y a pas d'élimination. C'est plus comme une séance d'expression personnelle. Aujourd'hui, j'ai presque eu quelques bonnes vagues, mais je n'ai pas vraiment réussi à les prendre. Donc là, je suis au bas du classement. Mais demain, si les vagues sont bonnes, j'aurai une autre chance. Peut-être même 2 chances. Ça dépend de combien de manches il y aura. J'aurai peut-être 2 ou 3 bonnes vagues à la suite. Tout peut encore changer. J'ai déjà vu ça, des types qui ont 3 bonnes vagues et qui retournent la situation en gagnant la compétition. My score rating for iron is 32.5. And Marcus Victor scored 25. We have 4 judges judging. All 4 judges are going to score you. Avant, on n'avait pas de cérémonie. C'est pas évident. On n'a même pas de permis. Il y a trop de gens à la pommade ici, ça ne plaît pas à l'État. Alors, ils ne nous donnent pas de permis, alors que c'est la plus grosse compétition pour les gens du coin, celle qui offre le plus d'argent. Malgré ça, on m'empêche d'obtenir un permis. Ici, à Pipeline, ils donnent des permis aux bodysurfers étrangers, les Brésiliens ou même les Japonais. Mais les habitants, qu'ils aient une compétition? Non, non, c'est impossible. Moi, en fait, j'essaie d'attraper la meilleure vague possible. On recherche tous la vague la plus grosse, la plus méchante. On veut se mettre au cœur du danger, au cœur de la bête. C'est pour ça qu'on le fait. On recherche le frisson. On y va et à chaque fois on met notre vie en danger. Je sais pas comment dire. C'est dur à expliquer. C'est un peu comme avec un orgasme. Ouais, c'est aussi bon que ça. Et en fait, c'est même presque mieux. C'est presque plus fort qu'un orgasme avec une femme. Parce que les femmes, elles sont là. Elles sont toujours là. Partout où on va. Alors que Pipeline, cette vague, elle n'est là que certains jours. C'est un sentiment précieux, très orgasmique, je dirais. Mais ça peut faire mal aussi. Si tu te fais éjecter de la vague et cogner, ça fait mal. Ça te fait des bleus. Sur le corps, bien sûr, mais ça blesse aussi ton orgueil. Tu peux être humilié assez vite. C'est exactement comme une femme Pipeline, en fait.
Comme d'habitude, personne ne range rien. Ils laissent leur jerrycan vide ici. Ça, c'est malin, hein, les imbéciles. Dummies. Ça, c'est Viland. Là-bas, j'y surfe quand c'est vraiment gros. J'ai ce terrain depuis 1987 ou 88. Avant, je vivais dans la montagne. Mais j'ai été mis en prison un petit moment. Alors, j'ai vendu cette propriété, puis je suis descendu à la plage. Mais j'ai gagné tous les procès. J'ai gagné 10 procès. Alors, je me suis acheté cette maison. Je les emmerde. C'est pas évident pour les gens du coin d'obtenir des permis. Si vous n'êtes pas d'ici, que vous n'avez rien à faire dans le coin, boum, vous obtenez un permis automatiquement. Mais si vous êtes d'Hawaï, ils vous emmerdent. C'est leur boulot. Rien n'a changé ici depuis 200 ans. Il y a des gens qui disent que je suis trop négatif. Ils me disent, tu peux pas continuer comme ça, détends-toi, amuse-toi. Mais moi, ça m'amuse de ne pas les aimer. Ça m'amuse de les déranger. Je les emmerde. Ça ne me gêne pas. Je suis heureux comme ça. Je suis pas mort, je suis pas en prison. Tous mes enfants vont bien. Ok, moi je m'amuse bien. Aloha. Hey, no kavika o ka heke ona pua haka uina mata hikina mala mala mahawe haka ia kalo no pele kane ho alo hete tuni o parani na mai e ka pua iluna o ka paake ano he matua haina ia mai ka pua na no kalani ka wika he inua Mai e kalani o ka la kawa no